Sunday Production. Les oiseaux qui venaient me voir tous les jours, c'était spirituel, la connexion que j'ai eue avec l'océan, mais je peux pas te l'expliquer. Je sens quelque chose avant de comprendre pourquoi. Et je vais tellement lentement, je vais à 2000 nautiques, d'accord? C'est pas les bateaux à voile qui font le Vendée Globe, hein, mon vieux. C'est les poissons qui te suivent. J'avais une connexion avec les nuages, avec les vagues, avec le vent, avec la température. C'était spirituel, et là, je t'ai réécrit la chanson de John Lennon, mon vieux. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Cyril Deremaux aujourd'hui. Bonjour Cyril. Salut Arnaud. Très heureux de pouvoir te parler, même si tu es de l'autre côté de la planète par rapport où je me situe à Lyon, au centre de la France. Je vais te laisser nous dire où tu es, quelle heure il est. Dans la présentation que tu vas nous faire de ton personnage, justement, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast. Ultra Talk, tes exploits m'ont énormément interpellé et de pouvoir justement les détailler, que tu nous expliques, que tu nous partages vraiment comment ils se sont déroulés, comment tu les as préparés, tout ce que ça t'a apporté. Je suis très excité de cette conversation. Donc, un grand merci pour ta disponibilité. Et puis, en introduction de cet épisode, Cyril, est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices et les auditeurs, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Cyril et je suis un grand rêveur. Ça, c'est un point commun. C'est un point commun. C'est le plus important, t'es pas d'accord ? Ah, clairement. Et c'était le fil conducteur de tout ce que je vais raconter, d'être grand rêveur et de suivre ses rêves. Et ça paraît un peu fleur bleue, je suis un rêveur. Non, je suis un rêveur faiseur parce que je suis mes rêves. Mais c'est vraiment le fil conducteur de tout ce que j'ai fait. J'ai 47 ans. Comme tu disais, j'habite de l'autre côté de l'étang, on va dire. J'habite aux États-Unis, en Californie depuis 15 ans, mais j'ai pas mal baroudé avant ça. Et voilà, quoi, j'habite ici. Et je vais dire que je suis un aventurier. Allez, je suis un aventurier. Pas encore plein temps, mais de cœur, je suis aventurier. Ah, tu vas nous expliquer tout ça. Donc effectivement, au moment où on se parle, tu es en Californie. Tu vas nous expliquer aussi comment tu t'es expatrié là-bas, qu'est-ce qui t'a amené là-bas. Mais avant tout, Cyril, tu es originaire, donc tu es français. Hein, donc alors, d'où est-ce que tu es originaire et qu'est-ce qui t'a amené de l'autre côté de l'Atlantique ? Alors, je suis originaire de Lille, hein. Je suis né à Lille. J'ai habité en un petit village, Saint-Gain-en-Bélantois, 5000 habitants, dans le nord, mais ça, c'est mes racines. Tu vois, c'est ma racine jusqu'à ce que j'ai eu 18 ans, et après, j'ai eu c'est d'une petite, en fait, une vie tranquille, aller à l'école en vélo, etc., rien de spécial. Je me suis vu pousser des ailes quand j'ai été fait 1 an d'école, juste avant l'université. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et mes parents disaient, pourquoi tu fais pas une année d'échange et tu vas aller où? Allez, je vais aller aux États-Unis. Et j'ai passé 1 an aux États-Unis à 18 ans, j'ai refait une terminale. Et puis là, j'ai découvert, j'adore vivre à l'étranger, j'adore voir d'autres cultures, apprendre des langues, et puis surtout avoir cette espèce d'indépendance, tu vois, de faire mes choix. Quand tu dis, Cyril, j'ai refait une terminale, est-ce que c'était un échec scolaire en France ? Non, j'ai eu ma terminale, et puis mes parents ils m'ont dit, attends, tu vas pas partir sans avoir quelque chose après. Donc, j'ai fait mes concours d'école de commerce, et j'ai été pris pour une école, et en fait, j'ai repoussé mon introduction, 1 an après, pour pouvoir avoir quelque chose quand je reviens, quoi, d'accord? Et là-bas, j'allais pas faire l'université américaine, donc j'ai refait le 12th grade, d'accord? Et l'idée, c'était quoi? C'était pas vraiment apprendre quelque chose de nouveau, c'est si bien sûr l'anglais, mais c'était vraiment avoir une expérience culturelle dans une famille d'accueil aux États-Unis. Alors, le truc drôle, c'est que tu vois, moi, je m'imaginais aller en Californie ou en Floride, tu vois. Je vais aller aux États-Unis avec l'espèce de Jeep sur la plage, tu vois, avec le surf et tout. Je suis arrivé en Arkansas, mon vieux. Et je suis arrivé dans, tu vois, c'est le Midwest, avec, ils parlent comme des cow-boys et tout, et puis il y a que de la forêt là-bas. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce que les gens sont super accueillants. Moi, j'étais un peu chasseur dans le Nord, et puis là, j'ai pu chasser, j'ai fait vachement de sport, du foot américain. Jamais fait de foot américain, j'ai fait du foot tout le temps, moi. Les mecs, ils m'ont mis kicker, et je commençais, tu vois, tout de suite, j'étais dans l'équipe, parce que j'étais le kicker de l'équipe. Après, j'ai fait du basketball, j'ai fait du baseball, j'ai jamais fait ça, tu vois. Et en fait, c'était une année découverte qui m'a dit, mais j'adore ça, j'adore aller à l'étranger, j'ai envie de faire ça.
Donc, en rentrant, je me suis dit, je vais faire mon école de commerce. Et j'ai fait une école de commerce qui s'appelle le CP, EAP. Donc, c'était cursus international, un an en Angleterre, à Oxford, un an à Madrid et un an à Paris. Et de fil en aiguille, tu vois, en fait, tu me disais comment est-ce que tu es arrivé aux États-Unis. En fait, c'est vraiment de fil en aiguille. On est la somme de toutes les décisions qu'on prend. Tu es d'accord? Et d'ailleurs, moi, je trouve ça génial quand tu te rends compte les gens avec qui tu étais en terminale, on va dire. OK? Et puis 20 ans après, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, toi? Et en fait, toutes les petites décisions, c'est quoi? C'est le cœur qui t'invite à faire ça ou à ça ou à ça. D'accord? Tu vas te marier, tu vas pas te marier. Tu vas faire un tour du monde, tu vas pas en faire. Tu vas travailler pour une banque, tu vas travailler pour, je sais pas, moi, ce que tu veux. Tu vois? Non, mais je suis totalement en phase avec toi. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai été interviewé. Je suis passé de l'autre côté. Hein. J'ai été interviewé pour un podcast en tout début de semaine. Alors, je saurais te dire au moment où je diffuse ton épisode si le podcast auquel j'ai participé est diffusé ou pas. Mais j'ai eu cette question, en fait. On m'a posé cette question. Et j'ai réagi un peu comme toi. J'ai dit l'essentiel, c'est qu'à la fin, quand tu as une grosse expérience, quand tu es âgé et qu'on te pose la question, t'as fait quoi de ta vie, toi, en fait? Tu vois? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Eh ben, c'est que tu puisses prendre une journée pour raconter de tout ce que tu as fait de ta vie. Tu vois, c'est-à-dire que celui qui va te poser la question, il s'attend à ce que tu n'aies pas une réponse en 2 minutes, mais que la réponse, elle prenne une journée. Puisque j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été ici, j'ai été là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on sait tous comment ça va finir, hein, de toute façon. On sait pas quand, mais on sait tous comment. Mais entre le moment de ta naissance et le moment où tout s'arrête, comment tu remplis ça, en fait? Qu'est-ce que tu fais de ça? Et c'est ça le plus important. Et c'est une question qu'il faut se poser tout tôt. Clairement. C'est pas Albert Camus qui a dit ça, qui a dit qu'est-ce que je fais ici? D'accord? Et si tu te poses la question, qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Après, tu y réponds toi-même. Mais je peux te la poser à toi. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie? Qu'est-ce que tu choisis de faire? On est la somme de tous les choix qu'on fait. Tout à fait. Après, tu vas avoir une influence dans le monde. Tu veux que ton passage sur Terre soit positif, négatif, neutre. C'est toi qui choisis. Mais qu'est-ce que je fais ici? Hein? Ouais, très clairement, très clairement. Et donc, donc, tu nous expliquais cette école de commerce avec cette envie de voyage, de rencontrer des cultures, d'aller à l'étranger. Mais est-ce que tu as provoqué ce départ, ce retour aux États-Unis quelques années plus tard, par une opportunité de business ou d'affaires? Alors, moi, j'ai toujours été porté par le cœur. C'est le premier chose que j'ai dit. Je suis un grand rêveur. Donc, après mon école de commerce, bon, bah, tous les copains, ils partent bosser pour des banques, M&A et tout ça, tu vois. Et puis, en fait, moi, je devais faire mon service militaire à l'époque. Tu vois, je suis né en 76. Donc, c'était la dernière année où je devais faire un CSNE, un VIE, tu vois. Donc, j'ai travaillé pour Peugeot à Milan. Je suis parti à Milan pendant 1 an et demi. Donc, j'ai fait du marketing. Je fais le lancement de la 206cc à l'époque. Et puis, après ça, bon, qu'est-ce que je disais? Bon, j'aurais pu partir travailler pour une grosse entreprise, mais non, 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 je voulais vivre la vie. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai pas beaucoup de budget, mais j'ai le temps. Je peux prendre encore une année avant de commencer à bosser sérieusement, on va dire. Et, et je sais que maintenant, j'aurai le temps de le prendre, mais dans 20 ans, j'aurai l'argent, mais j'aurai pas le temps de le prendre. Ok, donc, avec 7000 euros en poche, je me suis dit, je vais faire un tour du monde. Alors, je suis parti avec un copain et on a fait le tour du monde, 26 pays en 1 an. Ça, c'est extraordinaire. Toute l'Amérique du Sud. J'avais 25 ans et c'est tard, hein, parce que j'ai vu des gens qui voyageaient, ils avaient 18, 19 ans et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas voyagé avant? Plus tôt, quoi. C'est ça la vie. Et là, c'était encore une de ces expériences qui était charnière, on va dire, parce que tu as l'avant et tu as l'après. D'accord? Ah, et là, clairement. je me suis rendu compte que, purée, mais j'adore. En fait, la vie, c'est pas bosser. Tu vas me dire, Non, c'est mais pas que je j'aime vois pas ce que tu veux bosser, mais dire. tu vois, c'est Non, mais je vois ce que très tu veux dire. français. On vit, on travaille pour vivre, on vit pas pour travailler. Là, ça, c'est au fond de ma personnalité. C'est OK, comment est-ce que je fais faire pour profiter de la vie au fond? Donc, au bout d'1 an, je me suis dit, j'ai adoré le Brésil. Et bon, tu vois, là, déjà, je parlais italien, espagnol. Et je me suis dit, allez, le portugais, j'ai commencé à l'apprendre. Donc, j'ai été 6 mois au Brésil parce que j'adorais le foot. Mon foot, le foot, c'était toujours mon sport. T'imagines, j'étais en Espagne, en Angleterre, en Italie. À chaque fois, il y avait un terrain de foot. Allez, je veux jouer au foot. Et je me faisais des potes tout le temps, tu vois. Mon tour du monde, c'était ça. On était en Indonésie. Tu vois, hein, les mecs qui jouent au foot, allez, on va jouer avec eux. Donc, le foot, c'était toujours mon sport. Et donc, après le Brésil, pendant 6 mois, j'arrivais pas à avoir le visa. Donc là, j'étais prof d'anglais. J'ai jamais été motivé par l'argent, tu vois. Et donc, après là, par contre, j'ai trouvé un boulot en France pendant 1 an, et puis j'étais pas super content. Et là, je me suis fait embaucher. Je voulais trouver dans un boulot, en fait, qualitatif. Et donc, en fait, j'ai monté la filiale d'une tonnellerie. Quand tu dis qualitatif, Cyril, c'est-à-dire que ça ait du sens, c'est ça? Que Voilà. ça ait du sens? Tu vois, en sortant d'école de commerce, t'es chef de produit, machin.
Et puis en fait, j'avais trouvé un boulot, c'était des flacons pour la cosmétique. Et ça n'allait pas du tout, quoi. Ok, je faisais de l'export, j'aimais bien, mais vendre des flacons pour la cosmétique, tu vois, des L'Oréal et compagnie, non, c'est pas moi du tout. Donc je voulais faire un produit qualitatif, et ça aurait pu être dans le saucisson, dans le café, dans l'huile d'olive, dans le fromage, dans le vin. Tu vois, je voulais faire ça, un truc, mais Du terroir. c'est passionnel, ouais, de terroir, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ce boulot dans la barrique. Donc, c'est associé au vin. C'est les chênes français, en fait, quand tu fais des barriques pour vieillir le vin. Et donc, là, le projet, c'était de monter la filiale à Mendoza, en Argentine. Donc, je suis parti pendant 1 an et demi à Mendoza, à partir là, en Argentine. T'imagines, c'est top, l'Amérique du Sud. J'adore les Argentins. Et là, c'était top. Donc, voilà, tu vois, de fil en aiguille, j'ai fait vachement de pays, mais pas en tant que voyageur seulement. C'est vraiment vivre le pays. Quand tu as le temps de connaître la culture, les coutumes, les pays, les gens, la façon de penser, tout ça. Et donc, peu à peu, je me sens vraiment citoyen du monde. Et plus que juste être français, bon, je suis français de cœur, hein, c'est sûr, et puis je le revendique, hein, à l'étranger, mais j'ai commencé à avoir cette idée de dire on est tous pareils, quoi, on est tous les mêmes, quoi. On veut tous pareil, la même chose. Ah, il y a un petit peu dans ce que tu dis au moment où on se parle. Alors après, tout dépendra de l'ordre de diffusion des podcasts, mais il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'avoir face à moi, à ta place, Marie Léotet. Et Marie Léotet, c'est la Française qui a couru autour du monde. C'est-à-dire qu'elle a fait un marathon par jour et elle a fait le tour du monde. Ouah. Et c'est un petit peu ce qu'elle m'expliquait. C'est-à-dire, elle a été nomade. C'est-à-dire qu'avant, on était habitué à cette vie de nomade parce que depuis l'âge de 20 ans, elle s'est expatriée volontairement, et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en France, elle avait ce sentiment que tout était tracé. C'est-à-dire que si elle restait, elle était dans la finance, et elle avait l'intuition, la sensation que si elle restait vivre en France, comme tu l'as dit, elle allait travailler, enfin, elle n'allait pas se faire plaisir en fait, c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas le choix dans ses décisions, tout serait tracé, elle serait mise dans une case, elle ne pourrait pas faire autre chose, et elle a pris la décision, elle a 20 ans, de s'expatrier, et donc de rebondir de pays en pays, en fonction des opportunités d'emploi qu'elle avait pour rencontrer des communautés, apprendre des langues. Donc comme toi, hein, tu parles 6 langues, elle doit en parler 5. Enfin voilà, il y a des traits dans ce que tu dis, il y a vraiment des traits de caractère avec Marie Léotet qui se décrit comme une nomade, tu vois, le nomadisme. C'est-à-dire, sa vie tient dans 2 valises, en gros. Et elle était capable de se déplacer à tout moment. En 15 minutes, elle était capable de passer d'un pays à un autre, tu vois. Ouais, c'est beau. Ah, mais le voyage, c'est ce qui ça fait la personnalité, mais c'est surtout, ça t'ouvre des différents filtres. Et donc, tout ce que, en fait, tu penses savoir, tu changes de perspective. Et d'ailleurs, quand tu es voyageur comme ça, tu arrives dans un pays, tu sais que t'es pas la Sans a priori. majorité. Et donc, de toute façon, tu dis, bah, ok, peut-être que ma façon de penser, c'est pas la meilleure, quoi. Et puis après, quand tu arrives en Inde, tu arrives en Afrique, oublie, quoi, c'est top. Et c'est pour ça que vraiment, je pousse les jeunes à voyager le plus tôt possible. Donc là tu es en Argentine, dans ce que tu nous dis, tu es en Argentine. Et comment t'atterris en Californie? Parce que ça fait 15 ans que tu es là-bas. C'est pareil, alors j'adorais le milieu du vin, et puis là, j'ai recruté par une boîte de Montpellier qui me dit, bon, bah, donc à l'époque, j'avais rencontré une Américaine, et puis on était fiancés, et donc l'idée, c'était peut-être de repartir aux États-Unis. Et donc, voilà, l'opportunité de partir en Californie, m'occuper de la filiale d'une boîte française qui travaille dans le vin. On faisait du consulting pour l'œnologie, donc en fait aider les caves dans leur vinification. Donc ça veut dire de la grappe jusqu'à la bouteille, en faisant toutes les fermentations, on changeait les températures, etc., etc. Donc moi je suis pas œnologue, hein, mais Alors c'est allait être ma question justement, Cyril, c'est pourquoi ils t'ont recruté toi? Qu'est-ce qui a fait cette différence? Alors, simplement, déjà, il y a le fait que moi, j'avais la carte verte, hein, c'est dur d'avoir un visa, le fait que je veuille y aller et que que j'aimais le milieu du vin, quoi. En fait, après, moi, je suis plutôt de profil, gestion d'entreprise, quoi. Après, ce qu'il faut, c'est ouvrir des marchés, faire que ça marche. Et bon, c'était ça dont ils avaient besoin, hein. Moi, j'ai des oenologues qui sont des collègues et qui ont le côté technique, et puis ça suffit, hein. Après, j'apprends vite sur le tas. J'aime beaucoup tout ce qui est technique. Donc après, on avait un outil, par exemple, c'était la micro-oxygénation, où tu permets de mettre de l'oxygène au bon moment dans la fermentation et dans le vieillissement des vins. Et puis bon, ça t'apprend sur le tas. Et puis déguster, putain. Moi, faut pas me dire 2 fois, hein. Tu vas aller dans une cave, tu vas déguster 10, 15, 20 vins par jour. Allez, let's go.
Donc là, tu vois, au moment où on en est dans notre discussion, les personnes doivent se dire, mais en fait, Cyril, en fait, il a fait quoi d'extraordinaire? Parce qu'à aucun moment, on parle de pourquoi tu es sur le podcast et qu'est-ce que tu vas nous raconter. Donc, dans tout ce que tu nous dis, à aucun moment, il y a les kayaks dans ta vie. Donc, ce qu'il faut savoir pour les auditeurs et les auditrices, c'est que Cyril, pourquoi il est sur le podcast et qu'est-ce qu'il va nous raconter? C'est tout simplement que Cyril, c'est le premier kayakiste à réaliser avec un kayak à propulsion humaine uniquement une traversée du Pacifique en solitaire, sans assistance, sur 4444 kilomètres. Donc ma question, puisque tu nous as parlé du foot, c'est à quel moment le kayak rentre dans ta vie? Alors, bon, c'est vrai, le foot, c'était mon sport tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait en arrivant aux États-Unis? Je trouvais une équipe de foot. D'accord? Et en fait, après avoir joué au Brésil et en Argentine, où c'est le jogo bonito, tu joues pour le plaisir de jouer, tu vois, la beauté. Et j'ai jamais vraiment été un pro, hein, tu vois. Allez, j'aime bien courir sur le terrain, mais je suis pas un athlète non plus, quoi. J'ai joué ici, et puis les équipes, enfin, j'ai pas aimé la mentalité, je m'amusais pas trop. Et puis il y a un copain qui est de Fidji. Alors, j'habite juste à côté du Golden Gate, d'accord, à côté de San Francisco. Et ce copain de Fidjien, il me dit, Cyril, allez, viens, je vais te montrer la pirogue hawaïenne. C'est quoi la pirogue hawaïenne? Aucune idée. Allez, viens, tu vas voir. Et on a été, tu vois, alors, la pirogue hawaïenne, c'est une pirogue longue, il y a 6 personnes dedans, et tu as un flotteur sur le côté, d'accord? Et puis on y va, et puis ils me mettent siège numéro 5 parce qu'en général, tu mets les bons devant, parce qu'ils ont un bon rythme et tout, ils savent ce qu'il faut faire. Et au bout d'une demi-heure, je dis, mais quand est-ce qu'on s'arrête là? Et jamais. Alors, moi, pour dire la vérité, bon, je suis lillois, mais on allait pas mal en Bretagne. J'avais fait un peu de planche à voile, etc. Mais j'aimais bien l'eau en général. Et, et donc, je retrouve un petit peu le plaisir d'être sur l'eau. Mais à l'époque, j'ai 32 ans et j'avais jamais fait de kayak, vraiment. D'accord? Et là, de fil en aiguille, encore, c'est toujours de décision en décision. Il y a un copain qui dit, bah, attends, il y a cette course là, c'est de l'île de Catalina jusqu'à la Californie, c'est 32 miles. Donc ça fait combien? 50 kilomètres, on va faire ça, c'est dans 5 mois. Bah, attends, je viens de commencer le canoë. Non, non, c'est bon. Allez, on y va. Et puis on s'entraîne et puis on fait ça en 5 heures. Top. Et après, il y a une autre course qui s'appelle la Molokai Hoe. C'est de l'île de Molokai jusqu'à Oahu, à Hawaï. Et ça, c'est le Graal, tu vois, de la pirogue hawaïenne et tout. Alors l'année d'après, on dit, bon, on va faire ça. On monte une équipe. On est 9 et puis on part et j'adore. Et en fait, ça, c'était une course qui a duré 6 heures. Et bon, ils appellent ça en anglais, tu hit the wall. Tu vois, quand tu arrives, et puis en fait, tu dis, je peux plus. Là. Au bout de 4-5 heures, tu dis, je peux plus. En fait, tu dépasses cette fatigue, tu vas au mental. Et puis là, tu arrives à une extase où l'arrivée, mais c'est top. Et c'est des. Waouh! J'adore! Et tu vois, quand tu fais quelque chose qui est tellement dur et tu as envie d'arrêter, mais en fait, tu te dépasses. Et quand tu arrives, tu dis, j'ai envie de le refaire tout de suite. D'accord? Et donc, cette course, la Molokai Highway, je l'ai faite pendant 4 fois de suite. J'ai adoré. Et puis, encore après, un autre copain qui me dit, ah, il y a cette course, c'est la rivière Sacramento, c'est 100 miles. Et 100 miles, ça fait 12 heures. Bon, ok. Alors, et à ce moment-là, tu vois, déjà, l'entraînement, il devient un peu plus rigoureux. Tu apprends sur la nutrition, tu apprends sur la gestion de l'effort, au niveau technique, quelle est la meilleure technique de pagaie, etc. Alors, on est toujours sur le canoë, d'accord? C'est-à-dire que c'est une rame d'un côté que tu changes de côté d'un côté de l'autre, d'accord? Tous les 15 coups, on va dire. Et là, tu descends une rivière. Ah, j'adore, il faut savoir lire la rivière. Et on met 12 heures, on fait les 100 miles, et là, encore une fois, j'adore. Et là, je me rends compte un peu que je suis pas super musclé, je suis pas super rapide, mais je gère bien, d'accord? Alors là, avec les copains, on se dit, bon, allez, et le problème, c'est quoi? Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, d'accord? Et moi, mes potes, Clairement, d'accord. c'était des fous. C'est pas des fous, mais c'est des gars qui disent, allez, let's go, quoi, tu vois? Et les copains m'ont dit, ouais, il y a une course au Canada qui s'appelle la Yukon River Quest. C'est quoi ce truc-là? Yukon River Quest. Ouais, c'est au Canada, dans le Grand Nord, en juillet. Et ils appellent ça The Race of the Midnight Sun, le soleil de minuit. Soleil de minuit. Parce qu'en fait, le soleil, jusqu'à 11 heures, il est haut. À 11 heures, il commence à se coucher. À minuit, il fait noir. Et à 1 heure du matin, il se lève. Tu vois, parce que c'est en plein été, d'accord? Et ça, c'est 440 miles, 444 miles. Donc, c'est quoi? C'est 800, 600, je ne sais plus combien de kilomètres, mais ça fait 45 heures. On se fait la course, on est à 6 dans le bateau. Et pareil, les autres qui sont beaucoup plus expérimentés, plus d'expérience que moi, à la fin, finalement, j'ai bien géré, tu vois, mon effort, ma nutrition, le mental.
Et je me rends compte qu'en fait, j'adore ça, j'adore l'ultra-endurance. Et donc, sans vraiment le savoir, peut-être, allez, 6 ans après avoir commencé à faire le canoë, j'adore ça. Ok. Et là, on est en 2016, donc ça fait 8 ans après avoir fait du kayak. Non, non, par contre, en 2012, et je vais faire encore cette course. Alors, je l'ai faite en 6 personnes, je l'ai faite en 4 personnes et en 2 personnes. D'accord? Des canoës de 2 personnes. Et puis après, je tombe sur ce site internet. Il dit, c'est un anglais ça s'appelle The Great Pacific Race. Alors, juste le nom, t'imagines The Great Pacific Race. La course. Alors, et c'est quoi? C'est de l'aviron, ça. Puis c'est en fait, il dit, t'as pas besoin de savoir faire de l'aviron pour traverser un océan. You don't need to be a rower to cross an ocean. Alors, je dis, bah, attends, mais c'est quoi ce truc? Bien sûr que. Et en fait, il dit, non, non, c'est 90% de mental, etc. C'est savoir rationaliser la réalité, pouvoir avoir une nouvelle perspective, etc. Alors, j'appelle le gars, qui s'appelle Chris Martin, et il dit, c'est quoi cette course? Ouais, c'est une course en aviron. Il y en a plein qui traversent l'Atlantique. Nous, on est en train de monter le Pacifique. Et c'est en fait, c'est le Mid-Pacific. C'est entre la Californie et Hawaï. Alors, moi, Ah j'habite ouais. ici. Je dis, bah, attends, mais je vais monter une équipe. On va se faire ça. Alors, la première année, j'ai essayé de monter avec un copain, on n'arrive pas à financer le bateau, donc je repousse. Et là, on monte une équipe et on traverse en 2016. C'est l'équipe United Nations. On a 4 nationalités. Il y a Cyril, le français, il y a Carlo, l'américain, Thiago, mon pote du Brésil, avec qui j'avais fait la Molokai Hoe, et Fian, qui est d'Islande. Et Fian, il avait déjà fait la traversée de l'océan Indien et traversé aussi l'Atlantique. Il avait le record de la rapidité pour la traversée. Et on se dit, si on y va, on va essayer de battre le record, quoi. Pour l'instant, c'est 42 jours, on va se le battre. Et on traverse en 39 jours. Et là, record Guinness. Purée. Ouais, j'ai un record Guinness. Il le cru. Moi qui suis Tintin dans ma tête. Et 39 jours. 39 jours à 4. 39 jours à 4 sur une embarcation. Donc ça veut dire que bon, la préparation, on a compris le cheminement, mais ça veut dire qu'il faut vivre, parce que tu peux être pote avec les 3 autres personnes, mais là c'est à 4 sur une petite embarcation pendant 39 jours sur quelque chose qui est toujours en mouvement. Il n'y a pas d'arrêt. Comment s'est passée l'évolution? Quelle stratégie? Est-ce que vous ramiez les 4 en même temps? Est-ce que c'était 2 par 2? Comment vous changez d'équipe? Quelle stratégie vous avez mis en place sur ça? Alors, quand tu veux traverser comme ça, en général, il n'y a que 2 positions pour ramer. D'accord? Donc, tu as 4 personnes, donc t'échanges. En fait, le rythme, c'est 2 heures rame, 2 heures repos. 2 heures rame, 2 heures repos. 24 heures sur 24. Pendant D'accord? Donc, 39 jours. tu dors jamais plus de 45 minutes parce que tu finis ton shift Ah non, mais à 15 minutes. Tu te fous à poil, t'enlèves tout le sel de la mer, d'accord? Donc tu prends un truc de bébé là pour te nettoyer. Tu as 15 minutes pour manger, donc ça fait une demi-heure. Et ensuite, tu as 45 minutes pour dormir. Ensuite, tu dois te réveiller. Et puis là, il est 2 heures du mat, 4 heures du mat, tu t'en fous, il faut prendre la rame dans un oui, temps. t'as plus de notion. Hein. Là, t'as plus du tout de notion de quel jour, quelle heure. Voilà, c'est que des cycles de 2 heures, effectivement. Ouais. Et donc, c'est tellement dur que quand je suis arrivé là-bas, je dis, mais attends, laisse tomber, là, plus jamais. J'ai adoré, parce que là, quand tu dis, quand tu arrives au bout de tes limites physiques, mentales, émotionnelles, et puis en fait, tu te dépasses, et le fait d'être en équipe, c'est ça qui est top, quoi, parce que les gens, tu vois, si c'est les bons équipiers, ça devient des frères, quoi. Alors, c'est intéressant ta remarque, Cyril, parce que tu dis si c'est les bons équipiers. Et quand tu fais de la longue distance en équipe, parfois le plus difficile, c'est pas l'épreuve en elle-même, c'est l'entente entre les équipiers, parce qu'il faut être au bon rythme, presque au même moment, accepter la fatigue, accepter que tu sois en dessous de l'autre, accepter aussi d'être au-dessus de l'autre et l'accompagner. Donc, il y a plus de composantes à réaliser un exploit en équipe que seul. C'est vrai. Et c'est dur de juger les gens sur Terre, on va dire. Parce que avant, quand tu es sur Internet, tu planifies le document Excel en disant voilà ce qu'on va manger, ce qu'on va boire. La réalité, c'est parfois autre chose. Une fois que tu arrives, tu as le mal de mer pendant une semaine, tu es crevé, tu dors mal, tu vois, tu as l'effort parce qu'en général, bon, c'est 12 heures sur les rames. Et puis, tu as une tempête qui arrive, tu vois, les gens changent, d'accord? Et en fait, pour dire la vérité, il y a une des personnes avec qui c'est imbitable. Enfin, là, on s'entend pas du tout. Mais on a réussi parce que Vous aviez un objectif commun. Ouais. mais c'était aussi un bon apprentissage humain, on va dire. D'accord? Mais quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, bah, ok, là, c'est bon, là, j'arrête. Mais le problème, c'est que je suis rêveur. Et tu vois, attends, je sais pas si on va voir notre podcast, mais j'ai une bibliothèque, mais j'ai plein de bouquins d'aventuriers. Et puis là, je lis ce bouquin de Ed Gillett. Et Ed Gillett, c'est un Américain qui a traversé
le Pacifique en kayak, et lui, il avait un kite, donc il avait un cerf-volant. Mais je lis son histoire, c'était en 87, et Ed Gillett, il a fait de Californie, donc la ville de Monterey jusqu'à Hawaï, en 64 jours, et j'adore ce bouquin. Et en fait, je regarde un petit peu, et en fait, les bateaux à rame, pour te donner un ordre de grandeur, il y a eu 800 traversées en bateau à rame, dont 230 en solitaire, d'accord? Et en kayak, il y a eu 4 mecs qui ont fait des traversées en kayak. Et alors, je regarde pourquoi. Il y a qui? Il y a Ed Gillett qui l'a fait avec son kite. Il y a Peter Bray, c'est un Anglais qui a traversé l'Atlantique Nord du Canada jusque l'Irlande en 2001. Il y a Scott Donaldson qui a traversé la Tasmanie, donc de l'Australie à la Nouvelle-Zélande. Et tu as Alexander Doba qui a fait 3 fois l'Atlantique. D'accord? Et donc, je les appelle tous. Je les appelle et en fait, je me dis que finalement, avec l'expérience que j'ai eue à bateau à rame, les équipements, tu vois, il faut être un peu un couteau suisse. Il faut savoir l'électronique, il faut savoir l'électrique, réparer un petit peu les fils, il faut savoir le médical, il faut savoir gérer ton mental, il faut savoir. Et en fait, je me rends compte que, dis donc, si je peux créer un kayak, je pourrais faire la traversée que j'ai déjà faite entre Monterey et Hawaï. Et moi, je suis un aventurier, hein, je suis pas un fou, quoi. Mais donc, il faut que ce soit au niveau sécurité maximale. Je veux un bateau qui soit bien designé, comme ça, il se retourne dans le bon sens si jamais il se trouve. Et je vais prendre tout ce que j'ai appris dans la traversée en aviron et le mettre sur mon kayak. Donc ça veut dire que tu fais faire un kayak spécifique pour ce projet. Spécifique, ouais, ouais. Et je le fais fabriquer en Angleterre par euh, cet homme qui s'appelle Rob Filloy, qui avait fait le bateau de Peter Bray en 2001. Et je l'appelle. Et Rob, I love your boat. J'adore ton bateau. Est-ce que tu veux m'en fabriquer un? Et le mec, il m'a dit, attends, mais là, c'était en 2019. Hein. Et pour te dire, le truc de fou, c'est que j'avais commencé à faire du kayak à 32 ans. Et à 42 ans, donc c'est-à-dire 10 ans après, je me dis que je vais faire la traversée en solitaire. T'imagines comme c'est rapide? Ah oui, j'imagine, ouais, c'est clair. Et Rob, je lui dis, allez, tu vas me faire un bateau. Mais attends, mais je suis retraité. Moi, j'ai même plus je fais plus de bateau, moi. C'était il y a 20 ans. Et je crois que j'ai dû bien être motivé, le convaincre, parce qu'il m'a dit, OK, je vais faire mon dernier bateau pour toi. Et donc, il m'a fabriqué en 2019 le bateau. Et bon, après, le bateau était prêt en 2020. Je devais partir en juin, donc en mars 2020. Tu te souviens, c'était le Ah début oui, de Covid. Et là, bah, le clairement. problème, c'est que le bateau était terminé en Angleterre. Il m'a dit, bah, le truc, je peux pas y accéder, je peux pas le mettre dans le conteneur, le bateau. Donc, impossible d'envoyer le bateau aux États-Unis. Euh, donc, c'est repoussé d'un an. Départ en 2021. En fait, il arrive finalement en fin 2020. Donc, allez, septembre, octobre, je ne me souviens plus exactement. Mais là, j'ai 6 mois pour m'entraîner sur le bateau et être prêt parce que la période pour le démarrage, c'était en juin. D'accord. C'est des quoi? C'est des fenêtres météo, c'est ça? C'est une question d'autorisation ou de fenêtre météo? Ouais, fenêtre météo avec bon, des journées les plus longues, c'est en été. Température plus favorable et Bien sûr. les vents portants et les courants qui sont les plus favorables. Et avant les tempêtes, quoi, avant les ouragans. Quoi. En septembre, octobre, c'est le début des ouragans, donc il faut partir avant. Ça, c'est un peu plus intelligent, on va dire. Ouais, disons que ça peut rendre l'aventure un peu plus sympathique. Mais c'est vrai que tu nous l'as expliqué, tu te qualifies d'aventurier, mais par contre, tu ne te lances pas tout est préparé. Ce qui veut dire que tu avais calculé, de par ton expérience, donc une fenêtre de départ. Est-ce que tu avais estimé une durée du projet, ce qui va déterminer les rations que tu emmènes avec toi, donc le poids sur le bateau en fonction de l'espace disponible. Comment tu avais cheminé sur ça? Le, le, la réflexion que j'ai eue, mais pour tout, tout, tout. Alors, bien sûr, j'estime le temps, je me dis, allez, 70 jours. J'avais fait des calculs, combien de miles par jour, quelle vitesse du bateau, suivant mes entraînements, etc., les C'est courants. dur ça, parce que combien de miles par jour? Tu peux en faire 10, mais les courants peuvent te ramener de 4 en arrière. Ouais, ouais. Alors, j'avais fait une équipe, hein, j'avais une équipe derrière moi. Tu avais des routeurs? Michel, c'est mon routeur qui m'avait fait la traversée, qui m'avait aidé pour la traversée à bateau à la rame, qui me dit, OK, je vais te supporter, je vais t'aider. Donc, on avait fait tout ça, les calculs. Donc, 70 jours, il faut que j'ai 80 jours de bouffe. Mais j'avais des plans A, B et C, et le plan B pour tout. Enfin, on va dire, j'avais un désalinisateur donc, pour faire de l'eau, parce que je peux pas avoir de l'eau. Si celui-là il casse, j'en ai un deuxième qui est manuel. Si celui-là il casse, je retourne au premier, je peux enlever le moteur et le faire en manuel. Et pareil pour mon GPS. J'en ai un GPS avec des batteries. J'avais des panneaux solaires, des batteries.
Si les batteries meurent, j'en ai un deuxième et j'en ai un troisième. Et pareil pour les secours en mer, je fais tous les entraînements, la survie en haute mer, radio, etc., etc. J'étais vachement bien préparé. Et d'ailleurs, c'était la seule façon pour laquelle ma mère m'aurait autorisé à partir. Et je la comprends. Et je la comprends. Elle n'a pas pu dormir, la pauvre. Mais finalement, en fait, c'était montrer que j'étais bien préparé. Et c'est la grosse différence. Je voulais vraiment être super préparé. Donc, tous les dangers qu'on peut penser, d'accord, tu vas être tout seul. Parce que cette fois-ci, je voulais le faire en solitaire. Donc, c'était un peu repousser ma propre barrière personnelle, parce que toutes les aventures que j'avais faites avant, Tu les as fait en équipe. et quand tu es tout seul, ça change tout. Il n'y a personne pour te dire, hey, tu es en train d'halluciner là. Et tu es un peu trop émotionnel. Et donc, tu es trop fatigué, il faut que tu lèves le pied. Il faut tout faire soi-même. Et c'est ça qui est difficile. Tu as dû faire, toi, des courses en ultra-endurance. Et c'est tout seul, tu te gères. C'est une autre dimension. D'accord? Donc, je voulais le faire en solitaire, mais j'ai vachement étudié, vachement étudié. Et comment tu t'es entraîné sur ça? Alors, est-ce que tu as fait je sais pas, des semaines tests où tu es parti pendant une semaine dans un sens puis tu es revenu dans l'autre pour tester ton matériel? Comment s'est passé les derniers jours, on va dire les dernières semaines de ta préparation? Parce que dans le livre, comme tu l'as dit, c'est 80% de mental, mais il a fallu que tu le testes ça. C'est-à-dire que comment tu t'es dit à un moment donné, c'est bon, je suis prêt? Alors, tu as le côté physique. Où je m'étais déjà préparé pour la première traversée en 2016. Donc, je savais plus ou moins quoi faire. Alors, c'est vrai comment tu fais pour entraîner le corps, pour arriver à faire tes 10 heures de kayak par jour. Bon, il y a ça. Mais le côté mental, c'était le plus difficile. Comment tu fais pour gérer la solitude, gérer le fait que bon, tu seras tout seul et tu vois personne pendant 90 jours. Parce que finalement, en fait, je me suis bien planté. Au lieu de 70 jours, j'ai mis 90 jours. Alors voilà, ça on va y venir, mais effectivement, ça va avoir un impact sur la stratégie, sur l'alimentation. Mais comment tu fais effectivement, tu es tout seul? Comment tu fais pour aussi... alors apparemment, tu es habitué à aller, même quand tu étais en France, en Bretagne, donc cette relation avec la mer, avec l'eau, qui peut parfois aussi faire peur à beaucoup. C'est aussi comment tu fais physiquement, parce que tu n'es jamais vraiment debout sur quelque chose de stable. Donc les muscles du bas du corps J'ai pas peuvent marché aussi en pendant souffrir. 3 mois. Voilà. Et comment tu fais sur le mental? Alors le mental, c'est important parce qu'à un moment donné où quand tu te rends compte que tu mettras pas 70 mais plus et tu sais pas que tu vas mettre 91 tu sais juste que ça tiendra pas dans les 70, comment ça se passe au niveau mental? Et puis surtout mentalement, c'est quand tu arrêtes de ramer, quand tu arrêtes de ramer, tu sais que tu peux reculer en fait. Tu Je vois? recule. De fait, je recule. Et voilà, donc c'est mentalement, En il faut fait, être hyper fort sur ça. tout ça, c'est exactement ça. D'abord, c'est se poser les questions. Quelles seront les difficultés, les défis mentaux? Ok. Et après, comment tu te prépares? C'est la question qu'il faut se poser. Quand tu prépares une aventure, hein, c'est la clé. Hein, c'est pourquoi j'y vais et quand ça se passe mal, qu'est-ce que je mets en place? C'est comme le beginner's mind. On a dit ça en anglais. Excuse-moi, j'ai les anglicismes qui arrivent. Ça fait 15 ans que je suis ici aux États-Unis. C'est le beginner's mind, c'est avoir toujours le débutant, en fait, la Ouais, mentalité. l'état d'esprit du débutant. Voilà. Et moi, en fait, j'ai tout essayé. En gros, j'ai fait du zen, le zazen, c'est en fait de la méditation bouddhiste. J'ai essayé ça. J'ai essayé Wim Hof, tu vois, quand tu te plonges dans l'eau froide. J'ai essayé, j'avais un préparateur mental, hein, qui est Pierre, qui était à Bordeaux, qui m'a donné des protocoles, des essais top. J'ai fait même voilà, du yoga, en veux-tu, en voilà. J'ai fait tu vois, j'ai tout essayé parce que je savais pas ce dont j'aurais besoin. Et en plus, moi, je suis un extroverti. Donc, je sais que j'ai besoin d'être avec les gens. Comment je vais me sentir d'être tout seul pendant 90 jours, tu vois? Est-ce que ça a été ton plus gros... Non, t'as pris du plaisir? Ah ouais, mais c'était difficile, hein. J'ai une équipe de support qui était top. J'ai un gars qui s'appelle Dave, qui était mon contact principal. C'est un gars avec qui j'avais fait des courses. J'ai fait la Yukon ensemble. Et donc, il me connaît bien. Mais donc, on est assez proches. Il me connaît très bien, mais il sait ne pas prendre des décisions à l'émotionnel. Ouais, c'est important ce que tu dis, Cyril. Donc, il y a effectivement, c'est-à-dire que toi, tu lui décris une situation, lui n'a pas l'émotion et la fatigue parce que mentalement, donc la prise de décision est différente. Et puis, c'est surtout, et tu as dit ton contact principal. Et je pense que c'est un des secrets dans la longue distance quand tu as à terre ou en tout cas des routeurs, c'est qu'il n'y ait qu'une seule personne qui te parle et qui sache utiliser les bons mots au bon moment. Parce que toi, qui as des milliers de kilomètres, tu es fatigué. Il y a de l'émotion, il y a de la peur, de la crainte, tout ce que tu veux. Et un mot ou un conseil qui est donné à 10 heures le matin,
avec la même expression à 22 heures le soir peut être pris totalement différemment. Et donc, le fait de bien connaître la personne et d'avoir le bon ton, le bon message, ça, c'est hyper important dans la relation. Ouais, c'était crucial. Et d'ailleurs, les 90 jours, j'aurais pas pu les faire sans lui, hein. C'est un contact journalier, Cyril? Tu avais avec lui? Oui, par texte, parce qu'en fait, bon, moi, j'avais pas beaucoup de budget, hein. Je l'ai financé presque perso. Le bateau, il coûte hyper cher. Et donc, le téléphone satellite, c'est pas énorme, hein, c'est $1 la minute. Mais bon, on peut pas s'appeler tous les jours. D'accord? Donc, ça veut dire on se texte. Il y a mon routeur qui m'envoie tous les jours le forecast, donc les 3 jours de temps, quelles sont la taille, La la météo. force du vent, La la météo, direction les du vents, vent, ouais. la taille des vagues, la fréquence des vagues, la direction du courant, et voilà. Et aussi Dave, avec qui on dit, bon, ok, comment t'as dormi? Pas super, voilà ce que je vais faire, voilà, tout va bien. Et alors, on avait 3 points sur lesquels on allait toujours se donner des informations. Le premier, c'est l'état de la mer, d'accord, la météo, etc. Donc, entre 0 et 10, comment c'est? Alors, si c'est une tempête, on va dire que c'est 2. Si c'est plat et calme, ou bien c'est du 15 nœuds, bon, ok, c'est du 10, tu vois. Donc là, c'est bien. Ensuite, tu as le bateau. C'est le deuxième paramètre. Comment est-ce que va le bateau? Est-ce qu'il y a une réparation à faire? Est-ce que j'ai pris l'eau? Est-ce que j'ai une fuite? Est-ce que je sais pas, le GPS marche pas? La batterie foire. Donc là, en fait, ça passe de 10 à 0, pareil. Tu vois quoi? Et le troisième, c'est moi, la personne. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai des problèmes de sommeil? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je me sens émotionnel? Et donc, en fait, ce qui est important, c'est pas vraiment là où j'en suis, mais c'est voir comment est la variabilité d'un jour à l'autre. D'accord? Donc, si tout est plat, 10, 10, 10, nickel, ok, vas-y, tu veux faire 12 heures au lieu de 10, tu veux faire 15 heures, les conditions favorables, lui, il me pousse. Mais il est au courant de ce qui se passe sur le bateau tous les jours. Et il a aussi la capacité à me dire, même d'envoyer les secours, s'il pense que je commence à halluciner et qu'il voit que je suis à un 2 au niveau mental depuis 5 jours, il me dit, non, non, Cyril, ok, c'est plat, mais je veux que tu restes dans la cabine. D'accord? Donc lui, il a vraiment un pouvoir sur toutes les décisions qui sont à prendre. Et est-ce que tu as eu des galères justement pendant ces 91 jours? Je vois alors, les auditeurs et auditrices ne le voient pas, mais je vois ton visage. Ouais, il y en a eu beaucoup. Imagine, regarde ce que tu fais en une semaine sur Ah non, Terre, mais en très 2 semaines, en un mois, en 2 mois, en 3 mois. Moi, tout ce que tu fais, toi, ou tout ce que les auditeurs font en 3 mois, moi, j'ai rien fait d'autre que pagayer, quoi. Et alors que j'ai perdu beaucoup de choses, mais qu'est-ce que j'ai gagné à la place? Enfin, j'ai un pote qui m'a dit ça parce qu'on me dit toujours, est-ce que tu as appris, t'es changé et tout. Mais attends, finalement, tu dis 3 mois sur la mer. C'est beaucoup, c'est long, ça paraît interminable. D'accord? Mais à l'échelle, moi j'ai 47 ans, à l'échelle de ma vie, 3 mois, c'est que dalle. Ah oui, c'est vu comme ça, ouais, vu comme ça, oui. Mais j'aurais pas passé 3 mois, moi. Je peux te dire que mon rapport à la mer, il n'est pas le même que toi. Là, il faut une sacrée dose de courage, je trouve, pour te lancer là-dedans. Mais est-ce que tu as eu des pépins mécaniques? Je sais pas, est-ce que le bateau, à un moment donné, a pris un peu l'eau? Est-ce que tes GPS sont tombés en rade? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, là, ça va être compliqué? Est-ce que tu as eu peur, peut-être, même avec une tempête? Alors, j'ai fait une première tentative. En 2021, je suis parti du Golden Gate et j'ai dû être secouru après une semaine. Alors, franchement, il faudrait passer 2 heures sur ton podcast pour expliquer tout ce qui s'est passé, mais en gros, les 3 premiers jours étaient vachement favorables. J'ai fait très bonne journée. Je gère le mal de mer, je gère le manque de fatigue et tout. Je me sens vachement bien. Puis tout à coup, le temps change. Et puis il y a une tempête qui arrive. Et là, je suis 3 jours, 3 jours bloqué dans la cabine. Donc, je suis attaché ici au niveau du torse et je peux pas bouger. Donc là, en attendant, j'attends 3 jours jusqu'à ce que la tempête passe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met une encre flottante, c'est une espèce de parachute derrière le bateau qui permet de mettre le bateau perpendiculaire à la vague, d'accord? Donc il suffit d'attendre. Et là, j'ai un problème, c'est que la corde du parachute se met dans mon gouvernail, et puis le bateau commence à se mettre parallèle au vent, aux vagues, etc. Et là, je me fais taper dessus, mais grave. Et le bateau, mais il fait 7 mètres de long, hein. En gros, je suis allongé dans la cabine, il faut imaginer, c'est comme un cercueil, quoi, le truc. Et je m'étais habitué, donc je me sens comme un cocon là-dedans. Mais au bout de quelques heures, là, c'est bon. Là, le stress est tellement haut que bon, bah, il faut que j'appelle les secours. Là, je risque pour ma vie. Je peux pas aller nager pour enlever le truc. Donc, ma première tentative, elle a duré 6 jours. Et là, les gardes-côtes viennent me chercher. Ils laissent le bateau en mer. 3 jours après, je vais le chercher. Mais je me retrouve sur la plage, me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai essayé de tenter un truc. Est-ce que c'est trop gros?
et rebelote au niveau mental avec mon préparateur mental. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'aurais pu mieux me préparer, etc. Pour refaire un an de préparation. Et là, t'imagines, en fait, c'est pas juste la préparation, c'est toute ta vie. Toi, c'est ça les sacrifices, c'est que tu dis, bah, normalement, je suis responsable d'entreprise, quoi. Mais qu'est-ce qui va m'embaucher si je retrouve un boulot pour 8 mois en sachant que je vais repartir 4 mois sur la mer? Donc là, qu'est-ce que je viens? Je vois un pote qui est plongeur et qui nettoie les bateaux, tu vois, dans les marinas. Et il me dit, Cyril, si tu veux, tu peux plonger des bateaux. Et puis, donc là, j'essaie de faire ça, en fait. Donc, pendant 1 heure, tu vois, tu plonges comme capitaine Haddock, là, on y Scaphandrier. va, et je nettoie Scaphandrier, ouais. les scaphandriers, tu nettoies les algues. Et ça me permet, en fait, de faire 4-5 heures par jour de travail, mais continuer à m'entraîner, continuer à travailler sur le bateau, l'améliorer, pour un an après faire un deuxième départ. Et là, en 2022, juin 2022, je fais presque la troisième tentative, parce que la première, c'était Covid, la deuxième, avorté, et la troisième, ça y est, je suis parti de Monterrey. Et là, c'est la libération. Allez, finalement, je suis. Parce que tout le monde me dit, OK, comment tu fais là? Tu pars, tu pousses le quai là. Comment tu te sens? Et en fait, c'est pas vraiment une. Il y a un peu de stress, mais c'est plus une libération. Parce que les dernières semaines, il y a du stress qui monte. Qu'est-ce que c'est le bon moment pour partir cette fois-ci? Est-ce que tout est prêt sur le bateau? Mais c'est ça, quoi. Tu as les bateaux qui te suivent pendant 1 ou 2 heures, et ensuite qui tournent, qui font demi-tour au fur et à mesure, et là, tout à coup, tu es tout seul. Tu as 2500 milles devant toi. Voilà, c'est moi et l'océan. Là, je me sens vivant. Là. Je me sens, c'est ça que je veux, c'est ça, je veux vivre comme ça, je veux de l'intensité, c'est ça que je veux. Ah non, non, c'est hyper intéressant de nous expliquer que d'une frustration, tu as trouvé les ressources justement pour y retourner et tu l'as réussi cette fois-ci. Donc effectivement, 91 jours au lieu des 70 que tu avais prévu. Donc ma question, c'est à quel moment tu t'en rends compte que ça va durer plus longtemps que prévu et à quel moment tu décides de te rationner parce que c'est la seule solution. Ouais. Alors, si j'avais prévu 70 jours, d'accord, j'avais 80 jours de bouffe, juste au cas où j'étais plus long. Donc ça veut dire que j'arrive à la moitié à 35 jours. Ok. Et en fait, j'y arrive à 50 jours. Il y a mon désaliniseur qui casse, je commence à faire de l'eau avec mon manuel, donc ça veut dire que je passe 2 heures à faire mes 6 litres d'eau journaliers, en plus des 10 heures. Et là, avec mon support, on le savait, quoi. Ça veut dire que, OK, si je suis à la même vitesse que ce que j'avais fait, il me faudra 100 jours. C'est 100 jours alors que j'ai 80 jours de bouffe, qu'est-ce que je fais? En fait, j'avais 4000 kilocalories par jour. Donc, ça veut dire qu'il faut que je commence à rationner. Si je rationne un tiers de ma nourriture par jour, euh, et que je fais ça pendant. Donc, j'arrive on est d'accord, à 50 jours. Donc, il me reste 30 jours de bouffe. D'accord? Si je rationne un tiers, ça veut dire que pendant 30 jours, je mange 2 tiers. Et après, donc, ça veut dire que j'ai 30 fois un tiers. D'accord? En mettant 2 tiers, ça veut dire que ensemble pour avoir. Voilà, ça veut dire que je pourrais rajouter 15 jours. Donc, ça veut dire qu'il met 45 jours de nourriture. Je suis bon à 5 jours près. Qu'est-ce qu'on va faire? On va 5 jours changer près. d'île. Au lieu d'aller à Honolulu, qui est une île un peu plus loin, on va aller sur l'île la plus proche, qui est The Big Island de Hawaï. Et donc, en changeant ça, je vais 100 000 nautiques plus proche. Ça veut dire 5 jours à ma vitesse. C'est bon, je suis dans les clous. Si j'arrive en 90 jours, j'ai assez de nourriture. Donc, à partir du jour 50, je commence à me rationner. Ah, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Tu parlais d'hallucination tout à l'heure, de fatigue. Donc là, si tu me dis rationner, donc moins de calories, peut-être moins d'énergie, donc peut-être moins de performance à la rame. Est-ce que tu as eu une fatigue profonde qui t'a amené vers des hallucinations? J'ai eu des hallucinations, mais je ne sais pas si c'est lié à la nourriture. En fait, je pense que la nourriture, c'est. Bon, tu as 4000 calories, mais ce qui est incroyable, c'est que le corps s'habitue. Et finalement, j'avais pas besoin de 4000 calories, je mangeais pas tout. Donc, ça allait bien. Le seul truc, c'est le ratio entre les fibres, les, les, Ah, le bon équilibre alimentaire. les carbs, les protéines, etc., qui a été changé. Donc, bon, il y a des trucs qui se passent. Je commence à avoir des problèmes gastriques, enfin pas gastriques. Digestif. Je suis constipé, quoi. En gros, je peux pas manger suffisamment de fibres, etc. Donc, mais finalement, tu regardes la ligne droite, ok, dans un mois, je suis à la Hawaï. Hein. Ouais, dans un mois, c'est. Eh ouais, non, mais c'est là que tu vois la part du mental qui est hyper importante. Déjà, avoir l'audace de se lancer dans un projet comme celui-ci, c'est-à-dire je vais faire avec mon embarcation sur la mer 4440 kilomètres. C'est à quelques kilomètres
à quelques centaines près le continent nord-américain. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas un petit truc et tu te lances seul dans l'aventure. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette traversée-là qui t'amène à Hawaï, tu t'es posé des questions de qu'est-ce que tu faisais là? Comment ça s'est passé émotionnellement? Attends, c'est un roller coaster. Hein, tous les jours, c'est différent. Tous les jours, c'est différent. Et c'est ça en fait, la force, c'est pas une force mentale. J'aime pas qu'on dise la force mentale. Tu imagines, le mec, il dit, allez, fais-moi 10 pompes. Allez, encore 10 pompes. Montre-moi que t'es fort mentalement. Dis-moi encore 10 pompes. Comme dans les films américains, tu vois, où les mecs, les gars de l'armée. Non, non, non. La force mentale, quand tu es tout seul, c'est de la flexibilité mentale. C'est de l'adaptabilité mentale. Comment est-ce que tu fais pour voir la réalité dans une perspective différente? C'est-à-dire qu'il commence à pleuvoir et t'as froid. Comment est-ce que tu fais pour te dire, mais attends, mais je suis vivant, c'est top. Regarde cet océan, mais il n'y a personne d'autre. Les autres, ils sont en train de se faire chier à regarder Netflix. Et moi, je suis ici. Et l'eau, mais elle est bénie, cette eau. Je suis plus salé, tu vois. Et ça veut dire, s'il y a de la pluie, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de vent. Et puis regarde comme c'est beau. Et puis tu vois les poissons volants qui sortent. Et c'est ça, la capacité mentale, c'est de l'adaptabilité, de la flexibilité, de voir le côté positif. Et en fait, chaque personnalité peut traverser un océan. Si tu es plutôt guerrier, bah, ok, tu vas taper dans cette guerrier. Allez, donne-moi la pluie, donne-moi le vent, j'ai pas froid, j'ai pas mal. Ok, moi je suis émotionnel, moi. Moi, c'est me sentir vivant et sentir le sel, sentir l'eau, sentir tu vois, me sentir vivant, c'est ça qui est. Et alors, se connaître, c'est le plus important. C'est savoir ses forces qui peuvent être des défauts. Moi, je suis trop émotionnel. Il y a des moments, je commençais à pleurer. Je pensais à mon pote, à mes parents qui m'aiment. Tu vois, tout le monde me supporte et tout ça. Je commençais à pleurer comme un con. Au milieu de l'océan. Mais Mais est-ce que ouais, tu as eu des moments de... comment dire, enfin, je sais pas si on peut dire des moments d'admiration, des moments de plénitude où, bah, je sais pas, tu as vu des dauphins, t'as vu des trucs qui t'ont fait. les oiseaux qui venaient me voir tous les jours. C'était spirituel, la connexion que j'ai eue avec l'océan, mais je peux pas te l'expliquer. C'est déjà, ben, alors, je savais lire la mer d'une façon dont t'as pas besoin d'expliquer. C'est-à-dire, je sens quelque chose avant de comprendre pourquoi. Tu vois, il y a un changement de quelque chose, et puis après, je vois qu'en fait, euh, le vent change de direction. Et je le sens avant. Enfin, t'as une connexion avec. Je vais tellement lentement. Je vais à 2000 nautiques. 2000 nautiques. D'accord? C'est pas les bateaux à voile qui font le Vendée Globe, hein, mon vieux. Moi, j'ai le temps de voir venir, hein. Mais tu regardes les oiseaux, les poissons qui te suivent, là, les mahi-mahi, tu vois les frégates qui chopent les. Et même, j'avais une connexion avec les nuages, avec les vagues, avec le vent, avec la température. Mais c'était spirituel. Et là, je t'ai réécrit la chanson de John Lennon, mon vieux. Je commençais à écrire des blogs sur l'amour, sur la fraternité, sur comme quoi, tu vois, la solution, c'est l'amour. Et je t'écris un blog. Et en fait, c'est quoi? C'est que dans la vie qu'on a tous les jours, en fait, on est trop connecté. D'accord? Tu regardes ce qu'on fait tous les jours, sur les médias sociaux, les emails, les téléphones, le calendrier, et blablabla. En fait, tu es tout le temps connecté. Ah bah clairement, les notifications, ouais, ouais. Ouais. Et en fait, moi, j'avais rien de tout ça. C'est-à-dire que je devais vivre au jour le jour, parce que ce qui se passait sur Terre, mais ça m'importe peu, moi. Hein. Le passé, en fait, ça importe peu. Le futur, ça importe peu. Il va y avoir une tempête dans une semaine. Pour l'instant, c'est aujourd'hui. Je gère aujourd'hui. Et donc, tous ces concepts de bouddhisme où c'était en fait vie le moment présent, mais j'étais obligé de le faire. Et donc, en anglais, on dit decluttering, où t'as plus de cerveau qui est plein de rien, en fait, de trucs qui sont pas importants. Là, c'était moi et je profite du moment. Alors toi qui es dans l'émotion, tu disais que tu étais dans l'émotion, et ça j'en parle systématiquement dans les différents aventuriers que j'ai en face de moi, c'est qu'à un moment donné, tu sais que tu vas le faire. Tu sais que ça va s'arrêter, tu sais que tu vas toucher au but. À quel moment tu as pris conscience, euh, ce qui génère généralement une énorme vague d'émotions, à quel moment tu t'es dit « je vais le faire, quoi, je vais le faire ». Alors, Ça marque une vie. Hein. Ça, c'est des moments qui marquent une vie, très ah clairement. oui, c'est le moment où j'ai vu la Terre. J'ai vu Hawaï et je savais que le lendemain j'arrivais. Et là, en fait, je le savais, enfin, rationnellement, je sais que si je fais 25 000 nautiques par jour, je suis à 100 miles, Oui, oui, quel jour oui. j'arrive. Mais je me donne pas le droit d'y croire jusqu'à ce que je vois la Terre. C'est-à-dire que je me donne euh,
la permission d'y croire que quand j'ai vu la Terre. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'est la discipline, discipline, discipline. Discipline de rigueur, de suivre, de bien dormir, de bien manger, de se laver les dents. Et en fait, à partir du moment où tu perds cette rigueur, c'est là où ouais, tu dis, je vais faire de l'eau demain. Tu vois, je vais pas ranger mes habits, ça sert à rien. Non, 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 tu la crées tout seul parce que c'est la rigueur de la survie, en fait. Et donc, le moment où j'ai vu la Terre, ça y est, j'avais une barbe comme as, mon vieux. C'était, ah, j'ai réussi. Et là, ce que j'ai dit, j'ai une vidéo où j'ai dit, I knew it. I knew it, je le savais. Et en fait, ce sentiment, c'était que tout le monde m'a dit que j'étais fou, quoi. Enfin, pas fou, mais oui, t'es un grand rêveur, mais pourquoi tu vas faire? Il y a 4 mecs qui. Ouais, c'est énorme. Non, mais c'est vrai. Moi, si demain j'ai un ami qui me dit je vais traverser l'Atlantique ou le Pacifique en ramant, waouh. Alors déjà, je vais lui dire, bah, je te ferai un ultra talk quand t'auras fini, ça c'est clair. Faut que tu me racontes. Mais c'est vachement audacieux, quoi. Enfin, faut un courage de se lancer. Et puis c'est surtout, je trouve que le courage, il est face à la nature, parce que tu peux rien faire face au vent, face aux tempêtes, face à la pluie, on n'est rien. Tu peux rien faire. Et là, de se lancer tout seul face à ça, je trouve qu'il faut un courage énorme, en fait, énorme. J'étais bien préparé et en fait, c'est vrai que je le voulais énormément. Je le voulais énormément, mais c'est cette vision déjà de comprendre que je pouvais le faire, d'accord? Je savais que je pouvais le faire. Mais les gens, en fait, quand tu vois un projet, c'est quoi la vision? Même les entrepreneurs et tout ça, ils ont une vision de quelque chose. Tu peux en parler à qui tu veux, les gens, ils le voient pas. Et en fait, c'est comme un peu on pense qu'un projet, c'est d'abord, je fais cette étape A, et quand j'ai la deuxième étape, c'est la B, et on croit que c'est linéaire. Mais un projet, en Non, fait, il faut déjà avoir la Z en tête, hein. c'est un pulse. Le pulse, tu as dans l'idée ce que le pulse va avoir. Personne ne peut le voir, il n'y a que toi qui le vois. Et tu prends une pièce, tu en mets une deuxième, et après tu trouves un autre coin du pulse. Et les gens, ils voient toujours pas ce que c'est. Mais toi, tu sais que l'image, elle est là. Je comprends, mais parfaitement ce que tu me dis. Ouais. Complètement. Et le dernière pièce est arrivée à Hawaï. Et tu vois, et là, I knew it. Je le savais. Tu vois, je le savais. Et ça, c'est vrai que, en fait, c'est fantastique. Les émotions, elles sont intenses. C'est dur à expliquer. Et d'ailleurs, C'est dur à expliquer. ce qui est dur aussi, c'est de quand tu reviens sur Terre. Donc, C'est ma question d'après. C'est le projet, effectivement. Alors, certes, tu peux donner des conférences, tu peux écrire des livres, tu peux en parler pour être un peu dans la continuité. Tu vois, même si tu en parles au passé, ça aussi, c'est un fait nouveau. C'est que quand ça s'arrête, tu mets un pied à terre, c'est au passé. Tu vois, tu vas en parler au passé, mais tu peux être dans la continuité. Mais à un moment donné, c'est fini en fait. Il faut que le corps et l'esprit soient au même endroit. Tu vois, et toi, tu as mis combien de temps comment s'est passée cette phase de, bon, bah voilà, maintenant je l'ai fait, c'est nouveau, je suis dans nouvelle vision, nouveau projet. Comment s'est passé l'après pour toi et combien de temps ça a duré? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu l'as bien géré? alors, euh, c'est pas facile. Il y a un syndrome, en fait, c'est le syndrome C'est tellement intense. comme le Ah baby blues oui, de l'aventurier qui revient et son projet est terminé. En fait, était tellement clairement. dédié à ça qu'il faut savoir atterrir. Et pour moi, ça a duré pas super longtemps, peut-être une quinzaine de jours, où en fait, le problème, c'est que tu as envie tout de suite de refaire quelque chose d'autre. Bah, c'est clair. C'est souvent l'engrenage hein, d'ailleurs, où certains, pour squeezer cette partie on va dire, être dans le déni en fait, du fait que ce soit fini, repositionnent tout de suite un nouveau projet pour sortir de la zone sombre, effectivement. Et alors, je me suis obligé de ne pas prendre des décisions, de ne pas pouvoir pas rebondir, justement, de profiter. Et j'arrivais avec une énergie qui était tellement pleine de profiter des plaisirs simples. Parce que, attends, j'ai pas pris de douche. Ah, attends, 3 mois. Rien que le fait de prendre une douche chaude, tu tournes le truc, tu as de l'eau chaude qui tombe. Tu dors dans des draps secs, mon vieux. Tu te prends une petite bière fraîche, une Tu glace. bois un café, tu sais, moi je dis toujours que le café d'après, quand quand tu vis une aventure comme celle-ci, généralement, enfin, moi je dis toujours que le café d'après est totalement différent. C'est-à-dire que, en plus, on en a parlé juste avant d'ouvrir les micros. Tu aimes bien le matin parce qu'il est le matin très tôt au moment où on enregistre actuellement, boire ton café, mais c'est vrai que le café d'après est différent. Tu le bois pas de la même manière, tu le savoures pas de la même manière, t'as pas les mêmes réflexions, t'as pas les mêmes réactions sur les saveurs. Bref, c'est totalement différent. Totalement différent, des choses qui sont du quotidien dans la vie C'est de tous les jours. embrasser les gens que t'aimes. C'est écouter les oiseaux dans les arbres. Puis une bonne petite chaleur. Même si c'est une tempête, t'es dans la maison. Attends, tu bouges pas. Dans un C'est kayak, tu clair. bouges énormément, tu vois. Donc là, rien que le fait d'être à la maison dans un lit qui bouge pas, putain, c'est top. Donc, je me suis simplement focalisé sur profiter du moment présent voilà. Et après,
c'est vrai que donc ça, je suis arrivé en fin septembre. En décembre, je crois que c'est l'appel de l'océan. Et finalement, je me sens pas comme un navigateur qui était né pour être sur l'océan, mais l'océan m'appelle. Mais tiens, je ferais bien un autre projet. Et puis il y a quelque chose quand même d'assez unique. Euh, si je fais un deuxième océan, je serai le premier à traverser deux océans en kayak. Et si j'en fais un troisième, et alors c'est pas vraiment l'ego qui dit allez, tu vas faire être le meilleur kayakeur du monde. Non, non, c'est plutôt tiens, j'ai quand même une expérience que d'autres n'ont pas. J'ai un C'est bateau clair. que Là, j'adore. Ouais. T'as 2 records Guinness, donc du coup, ça t'a fait rentrer une nouvelle fois dans le Guinness, ce projet. Ouais, projet. deuxième Guinness, première traversée En à solitaire, en force solo, sans humaine, en assistance. solitaire, sans assistance. Donc, allez, qu'est-ce que je fais le prochain? Allez, alors c'est quoi? Tu nous annonces quelque chose ou quoi? C'est quelque chose qui est prévu? C'est quoi? Tu l'as en tête? C'est prévu décembre 2024, donc dans un an exactement. Je vais faire l'Atlantique Nord, mais de est en ouest. Donc c'est un peu c'est une transatlantique, un peu comme en suivant les alizés. Donc je vais partir des îles Canaries en Espagne pour aller jusqu'à la Barbade. Et l'idée, c'est de Génial. traverser d'est en ouest l'Atlantique avec mon bateau qui s'appelle Valentine, comme basseur. Alors justement, ça je l'avais lu. Pourquoi Valentine? Parce que Alors on est 4 garçons et une fille dans la famille. Et mes frères et sœurs, c'est mon trésor. Mais ma sœur, elle est rêveuse comme moi. Ils sont toujours en France? Ils habitent en Ouais. France? J'ai un frère qui habite ici à San Francisco, mes deux autres habitent à Lille. Ouais, ouais. Et j'ai un frère qui habite dans le Pays Basque, Et, et ma sœur, c'est ma chérie, quoi. Je sais elle s'occuperait bien de moi, donc Donc ça veut dire que est-ce que tu as repris la même équipe, le même staff, le même, comment tu structures ce projet? pareil. Le routeur météo, c'est le même. Michel, je l'adore. Dave, mon support terrestre. Ma fiancée, maintenant, qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux et puis toute la communication et puis un peu logistique pour tout. Bon, maintenant, il faut que je trouve des sponsors. Hein. C'est ce que je suis en train de faire parce que c'est envoyer le bateau des États-Unis jusqu'à la France, ensuite le mettre sur une remorque, aller jusqu'aux Canaries. Une fois que je suis arrivé en Barbade, il va falloir le ramener. Donc, quand même il y a des frais. Et puis, 4 mois sans revenu, d'accord? Parce que, en fait, là, j'ai trouvé un boulot qui me permet de partir dans un an. Où, en fait, je suis responsable d'une base nautique, donc j'apprends à faire de la voile. Enfin, il y a des gens qui viennent pour faire de la voile, pour avoir le permis bateau et pour louer des bateaux dans la baie de San Francisco. Donc là, je suis dans le milieu nautique et j'apprends à faire de la voile moi-même. Donc, qui sait s'il y a une transat ou une traversée, un tour du monde en bateau à voile, on ne sait jamais. Bon, ça c'est peut-être hein, de fil en aiguille. Exactement, exactement. Quand on voit ton parcours, c'est clair que il n'y a pas de, comme tu l'as dit, hein, c'est une succession de choix. Donc, mais en tout cas, ça a toujours du sens et c'est une continuité. Ouais. Mais donc là, il y aura l'Atlantique d'est en ouest. Après, peut-être l'Atlantique sud. J'adorerais partir de l'Afrique du Sud pour arriver au Brésil. T'imagines arriver à Salvador de Bahia, purée. Alors perso, je n'imagine pas du tout. Non, mais c'est parce que moi, la mer m'interpelle très clairement. Ça m'impressionne. C'est pour ça que je fais autant de navigateurs, parce que ce sont des personnes qui partent sur des voiliers qui vont à 70 nœuds, sur les ultimes notamment, le Vendée Globe notamment, où je vais avoir la chance dans quelques jours d'avoir face à moi le dernier vainqueur du Vendée Globe notamment. Mais oui, oui, moi les personnes qui, comme toi, partent, enfin en tout cas se mettent nus face à la mer, tu vois, et en gros du style, j'ai pas peur, j'y vais. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce que tu as fait pour ces personnes-là. Ça m'impressionne, vraiment. Tu sais, je le fais, c'est marrant à dire, mais je le fais vraiment pour la France aussi. Tu sais que, alors mon bateau, il est bleu, blanc, rouge. J'ai toujours le drapeau français. Et je suis fier de porter les couleurs de la France. Et en fait, il y a un patriotisme. Je trouve, à l'étranger, on dit un peu c'est français, ils sont un peu fous les Français. On fait des trucs de malade. Et en fait, on est un petit pays, finalement. Et puis, on est brave. Et je suis fier de porter les couleurs de la France. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est beau, surtout dans ce qu'on traverse actuellement en France. C'est beau d'entendre, on est un petit pays, mais on est brave. Ouais, tu vois, ouais, ça fait du bien. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu avais dit au début, en fait, de ton autre invité qui disait, moi, j'avais besoin de partir. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que moi aussi, j'avais besoin de partir parce qu'il y a une certaine hiérarchie en France qui te bloque. Et je suis devenu ce que je suis devenu aussi, peut-être parce que ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis, il y a une énergie entrepreneur et tout. Mais sans ces racines de France, j'aurais pas pu le faire non plus. Et donc maintenant, je reviens et je suis plus fier
de cet esprit un peu rebelle français. Moi, j'ai envie de le faire, tu vois, qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est cool. Et est-ce que le projet dont tu parles va être aussi une possibilité d'avoir une troisième ligne dans le Guinness? Est-ce que c'est un record que tu vas chercher? En fait, je cherche pas pour le record, hein. Le premier, il est Oui, tombé comme une oui, cerise sur le on est gâteau. d'accord. Ouais, bien sûr. Après, je l'aurai parce qu'en fait, Alexander Doba, il a fait 3 fois l'Atlantique en kayak, mais il a fait plus de 100 jours. Donc, Tu as fait tes calculs déjà? Ouais. ouais, je pense que, allez, j'estime 70 jours, mais je me suis bien planté la première fois, donc. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Mais bon, après, ça aussi, essayer de mesurer, d'anticiper quelque chose dans un élément que tu maîtrises, mais pas du tout, c'est aussi sacrément culotté, ouais. Sacrément culotté, ouais. Alors, ce que j'aimerais là, c'est trouver une entreprise française qui aide, qui me supporte et qui me dise, attends, on adore les valeurs, on adore les latitudes que tu as, et genre, on a envie de t'aider, parce que quand je te disais au début, je suis un aventurier, je suis pas plein temps, mon rêve, c'est quoi? C'est de faire un océan par an. Et quand on parle d'aventurier français, tu vois, Daboville, il a fait la traversée du Pacifique à la rame, et c'était en bateau à rame, à l'époque, c'était un ouvreur de porte, tu vois, et Ah, complètement. J'adorerais l'avoir face à moi, hein. Daboville, j'adorerais l'avoir face à moi, ouais, clairement. Mais tu fais bien de lancer le message, hein. J'ai des invités qui m'envoient des messages parfois en me disant que grâce au podcast, ça a été écouté par une marque. La marque a pris contact justement avec l'invité et l'a accompagné dans son projet. Donc, justement, alors, si quelqu'un aujourd'hui, ou demain, parce que c'est le podcast, l'avantage c'est que tu peux l'écouter des semaines, des jours, des années après, où est-ce qu'on peut te contacter? alors, c'est mon prénom, mon nom de famille.com, donc c'est cyrilderemo.com. Mais là, j'ai un site qui est en anglais et en français qui s'appelle solokayaktheatlantic.com. Et après, il suffit de mettre Cyril Deremo. Purée, de toute façon, il n'y en a qu'un dans le monde. C'est facile. Et puis, la couverture médiatique était très, très forte aux États-Unis. Moi, j'étais dans l'équipe en France, mais aux États-Unis, c'était partir de Californie pour arriver à Hawaï. Donc, il y a eu une grosse couverture médiatique. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est justement retourner en France, quoi. Euh, Avoir ce côté franchouillard, même côté lillois, en disant, c'est un gars du Nord. J'écoutais ton podcast fantastique avec Thomas Ruyant, qui Ouais, était supporté exact. par la ville de Dunkerque. Attends, mais si les gars de Lille, ils me disent, tiens, mais ça, c'est un ch'ti qui fait ça, mais allez, faut être proud, tu vois, c'est un Fier. gars du Faut Nord, être allez, fier. il faut Ouais. l'aider. Et puis, attends, mes budgets, c'est pas le Vendée Globe, hein. Moi, avec 100 000 dollars, 100 000 euros, ça y est, c'est parti tous les ans, je te fais une aventure. Je le fais pas pour l'argent, je le fais pour Vivre quelque chose. contagier, excuse mes anglicismes, hein, et Partager. que les gens aient le virus de l'aventure, le virus de suivre ses passions. Ah non, très clairement. Mais c'est vrai que ce genre d'aventure, généralement, c'est une excuse pour partir, en fait, hein. C'est pas la destination qui est importante, c'est tout ce que tu vis entre. Et ça ressort beaucoup auprès de tous mes invités. On arrive sur la fin de l'épisode, Cyril. Qu'est-ce que tu auras envie de partager aux personnes qui écoutent? Moi, j'ai envie de dire, suivez vos rêves. C'est bateau, encore une fois. Mais quels que soient vos rêves, alors j'ai commencé le kayak, j'avais 32 ans, d'accord, et pour cette traversée, j'avais 42 ans. Il est jamais trop tard. Quand tu vois un gars qui fait de la musique, moi je n'ai pas fait de la musique, le gars, tu vois, il a 25 ans, il sait faire de la guitare, mais super bien. Ça fait combien de temps qu'il fait de la guitare? Ça fait 10 ans. Ok, bon, t'as 35 ans, dans 10 ans, tu auras 45 ans, tu as fait 10 ans que tu as fait de la guitare, tu auras fait pareil. Tu veux faire quoi? Tu veux faire de la poésie? Mais fais de la poésie, mon vieux. Tu veux peindre? Mais peins. Tu veux faire des photos de papillons autour du monde? Mais fais-le. Mais sérieux? Voilà, je pense que exactement, vis la vie, ça va être le mot de la fin. Je sais que ton temps est compté, Cyril. Un grand merci pour ta disponibilité, de nous avoir partagé. Alors c'est vrai qu'habituellement, on a commencé par le fait qu'à 25 ans, tu es parti sac à dos sur le dos, c'est le cas de dire, faire le tour du monde. On aurait pu faire un épisode sur ça, mais non, Cyril, il a fait tellement de choses, et notamment, moi, c'est ça qui m'a interpellé et que j'avais envie de comprendre, c'est partir de Monterrey en Californie, en kayak, aller jusqu'à Hawaï. Hawaï, donc ça, voilà, j'avais vraiment envie de comprendre. 4444 km sur un kayak de 7 mètres de long, 400 km le poids chargé, et 91 jours et 9 heures pour réaliser cette traversée juste seul face à toi-même et face à la mer. Donc c'était un bel épisode. Un grand merci à toi, Cyril. Et puis, tout le meilleur, hein, tout le meilleur pour 2024, cette préparation et cette traversée qu'on va suivre, bien évidemment. Moi, je te donne rendez-vous dans un an, un peu plus d'un an et demi, que tu nous racontes cette traversée de l'Atlantique, très clairement. Je voudrais terminer sur une citation qui a été modifiée par mon neveu et que j'adore. C'est plus on est fou, plus on rit.
C'est pas plus on est deux fous, plus on rit. C'est plus on est fou, plus on rit. J'adore. Soyons fous. Un grand merci à toi, Cyril. Merci Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.